Enfant de perdition, c'est un roman que je me plais à dire féerique, qui raconte un peu l'initiation, la croissance au monde d'un narrateur, disons de sa naissance jusqu'à l'âge préadulte, jusqu'à peu près 17 ans, et qui naît en France, dans la région du sud-est, près de Lyon, et qui va, à mesure du développement, de la croissance de son esprit et de son corps, se confronter au monde dans lequel il naît, avec sa dimension politique, émotionnelle, affective, sociale. Voilà, de façon très générale, de quoi il s'agit. Après le texte lui-même, qui est relativement volumineux, d'où sa dimension un peu épique également, parce qu'au-delà d'une narration dite depuis ce personnage central, il se trame plusieurs drames, plusieurs histoires qui sont de l'ordre de l'intime et du politique également, mais très concrètement, je dirais qu'il y a l'histoire d'une sorte de guerre raciale qui prend place dans cet environnement de la France de la fin du XXe siècle. Également une dimension aussi de guerre européenne, puisqu'il y a toute en arrière-fond un peu de cette enfance, cette jeunesse, de cette adolescence, il y a la dislocation de la Yougoslavie. Il est aussi question d'une expérience, d'un drame intime qui est celui de la découverte par ce narrateur du mal très intime du fait de sa confrontation avec ce qui s'appelle dans le texte l'entité hostile, qui est une sorte d'épreuve un peu de possession par une force un peu indéterminée dans ce texte. Donc, il y a la confrontation de cet adolescent, enfin au début de l'adolescence, avec une sorte de combat interne, avec une entité hostile un peu mystérieuse comme ça qui va le livrer combat. Et également dans cet environnement un peu d'affrontement socio-racial, il y a un drame autour d'un jeune enfant ami du narrateur qui va être confronté à une histoire de droit commun vis-à-vis de sa bienfaitrice, voilà, un drame criminel également. Donc, il y a plusieurs trames qui se nouent autour de cet enfant qui est au centre de ce récit épique qui est Enfant de perdition. Alors, ce que j'entends par guerre raciale, c'est le conflit à la fois fantasmé et réel dans la France de la fin du XXe siècle entre disons, les Blancs et les Arabes. Ou les Arabes, l'ensemble des enfants ou les groupes immigrés qui vivent géographiquement dans ce récit, dans des lieux différents. Vous avez une colline un peu privilégiée, qui est là, l'endroit où naît le narrateur, et puis l'endroit où vous avez la vallée industrielle, industrieuse, et la ville où vivent, comme je l'écris dans le texte, un petit peu toutes les races agglomérées du monde. Et là se produit une sorte de confrontation à la fois raciale, avec les dimensions du racisme, racial et social, puisqu'évidemment c'est des enfants, enfin, des travailleurs de l'industrie qui vivent en bas de la colline, en conflit avec les enfants de classe un peu modestement plus supérieure, qui s'affrontent, quoi. Sachant que le narrateur lui-même est traversé par cette guerre raciale de façon interne, puisque lui-même est issu d'une rencontre entre des enfants de paysans français, ou de bourgeoisie un peu déclinante, et d'immigrés du sud de l'Europe. Cette guerre raciale est à la fois interne, à la conscience du narrateur, à la fois externe dans la société dans laquelle il naît et qui l'environne. Et par ailleurs, je retrouve aussi dans la langue que celle d'Enfant de perdition.
Au-delà de cette centralité de l'enfant narrateur, il y a une redescente dans sa mémoire à la fois intime, donc localisée dans un lieu avec des personnages qui sont ses proches, familiaux ou ses proches amis, etc. Et au-delà de ça, cette descente dans la mémoire de ce narrateur, elle va le soulever également la mémoire de ses proches, alors très concrète, voire presque réaliste, puisqu'effectivement les êtres dans la France du XXe siècle étant issus de déplacements, il va y avoir oui, des gens qui sont arrivés d'au-delà des Alpes, par l'Italie, avec leur histoire qui est racontée, son aspect épique et politique, de lointains proches, anciens réfugiés de la Seconde Guerre mondiale, venus s'abriter dans les années 40 sur cette colline où vit le narrateur, donc charriant avec eux ce drame des réfugiés ayant fui l'invasion de l'armée allemande. Et même au-delà de ces mémoires de personnages réels proches, la mémoire du narrateur va soulever en plus une sorte de mémoire inconsciente et épique collective qui fait surgir dans le texte de sa dimension épique, continentale, voire même mondiale, en fait, des temps plus antérieurs, que ce soit l'Antiquité méditerranéenne, que ce soit des récits mythiques liés à l'Oural. La mémoire n'est pas cantonnée à la seule introspection intime, c'est-à-dire que l'intime s'ouvre sur un champ beaucoup plus collectif, au-delà de ces quelques cette espèce de communauté réaliste dans laquelle a grandi le narrateur. À la fois elle s'ouvre géographiquement à des territoires, jusqu'à l'Abyssinie qui surgit, parce que bon, dans le récit de l'histoire d'un des personnages arrivés par les Alpes, lui-même antérieurement a fait la guerre avec l'armée italienne en Abyssinie, donc l'Abyssinie surgit comme un lieu légendaire, etc. Mais également des lieux plus antiques encore, plus collectifs, comment dirais-je. Alors la dimension épique, effectivement, qui charrie cette histoire épaisse, multiple, où effectivement elle donne par moments l'impression de remonter jusqu'à un récit biblique, avec ce souffle épique et rythmique, où dans la phrase elle-même, la phrase doit porter en fait le volume et la densité de ces histoires-là anciennes et réactualisées. Donc elles prennent effectivement un aspect formel de prosodie mélodique, rythmique, qui nous sort très largement à la fois du récit intime, pour l'élargir, oui, à une dimension presque océanique, quoi. Il y a une dimension de phrase océanique qui transporte au-delà de la localité originaire du narrateur, la mémoire d'armées, d'affrontements, de dieux même, qui jouent dans ces affrontements-là avec des figures telles que Vénus, par exemple, Zeus, par certains endroits, qui viennent comme ça dans le récit, portés par une langue nécessairement qui, pour les porter, va au-delà de la simple langue narrative, et qui devient une langue très épaisse, très collective, très rythmée, oui, avec une dimension biblique, puisqu'au fond de la mémoire en fait, de ce narrateur et de la mémoire qu'il va chercher même de ses proches surgit la mémoire collective dont ses proches même sont issus, quoi, notamment à travers une figure de grand-père qui, s'appelant Abraham dans la fiction, devient le patriarche, à bien des égards, le patriarche Abraham dans ses drames, ancestraux qui sont présents dans ce texte-là. Il y a l'enfance du narrateur, effectivement, qui, dans son propre chemin de perdition,
je retrouve, dans ce contexte de guerre raciale dont je parlais, se lier d'amitié et d'affection en fait pour d'autres jeunes qui sont ses amis et avec qui il va être emporté dans de la briganderie ou des histoires qu'il va être confronté avec la police, etc. Donc là il y a une sorte un peu de drame sociopolitique un peu réaliste, tel qu'on peut retrouver d'une certaine façon un peu dans les romans de Pasolini. Voilà, c'est un univers assez similaire à ça, mais tout ça est environné, ou à l'occasion de ça surgit effectivement ce fond mythico-historique, c'est-à-dire que les jeunes Arabes qui deviennent les amis du narrateur lorsqu'ils descendent dans la vallée, qui vont l'emporter dans des actes aventuriers, délinquants, etc. Bon, sous jeu, il y a la guerre d'Algérie par exemple, de façon pas extrêmement explicite, mais partout présente, quoi. Il y a cette guerre d'Algérie. Alors, et cette guerre d'Algérie, tout de suite, elle nous inscrit dans un imaginaire mondial, dans un imaginaire d'affrontement mondial, quoi. Pas nécessairement formulé tel quel, mais dans chacun des actes, il y a ce fond-là. Et alors, le livre est construit en 3 grandes parties, qui s'appellent Infancia, Puericia et Adolescencia, qui sont 3 parties temporelles d'âge du narrateur. Et effectivement, à l'intérieur, chaque partie est construite en chapitres, 3 ou 4 par partie, j'ai l'impression de 9 ou 10 chapitres. Et chaque chapitre est effectivement subdivisé en plus petites parties, chacune rythmée par un titre intermédiaire. Et ça a une fonction en premier un peu conduite pour l'auteur d'une part, et puis pour le lecteur. C'est quand même un voyage épique ce texte, et il faut l'entreprendre et respirer, quoi. Donc c'est important qu'il y ait des pauses et des silences, des moments qui se closent, et puis qu'on repart sur un autre moment qui s'ouvre et qui va plus loin, quoi. Et assez vite est venu le grand découpage par chapitre. Le grand découpage par chapitre est assez vite venu, où il y a eu tout un travail justement de mise en correspondance de ces quelques grands drames qui traversent ce texte. Donc vraiment un travail de montage comme au cinéma pratiquement, hein, où voilà, il y a plusieurs histoires, et puis il faut qu'elles soient racontées en même temps. Donc à un moment arrive telle histoire, les histoires font partie de la même histoire, hein. Et donc il y a eu un travail de construction assez important, avec tout un appareillage que j'avais construit à mesure que j'écrivais et réécrivais le texte pour ordonner les séquences, m'assurer qu'elles correspondent, c'est-à-dire que très concrètement, et là pour le coup très matériellement, un personnage ne peut pas être plus vieux l'été d'avant que l'hiver qui vient, quoi. Donc c'est très techniquement des soucis de narration, et qui, à mesure qu'elle se construisait, me faisait prendre conscience que finalement je voulais en fait faire ressembler la narration à quelque chose de presque picaresque, un petit peu, et finalement qui peut presque remonter à Don Quichotte, quoi, où il y a une aventure, un personnage, des jalons, il lui arrive des choses, d'où aussi la subdivision en titres, toutes les 5-6 pages presque, où se clôt une petite séquence à l'intérieur de chaque chapitre, qui devient en soi un épisode, quoi. Un épisode, effectivement, c'était beaucoup pour indiquer les stations, vraiment presque comme un voyageur, quoi. Un voyageur qui arrive à tel port, qui va repartir, voilà, en gros, mais ça a été un travail de montage, de composition et après d'indication. Les titres, les sous-titres sont comme des panneaux indicateurs, hein, pour indiquer où l'on va. Le voyageur comme un navigateur, quoi. Un voyage de navigation. C'est plutôt des ports
Parce que le texte est un peu comme une sorte de mer. Si on est en pleine mer, on se perd, quoi. Donc il y a un moment, c'est bien d'avoir des phares, des étoiles, des lumières pour savoir où l'on va. Alors j'ai commencé à écrire ce texte, je crois, en 2015. En 2015, avec l'intention de m'engager dans un texte d'ampleur, volumineux, et un peu avec une intention type confession. Voilà, c'est vraiment, j'ai besoin d'écrire quelque chose en vérité avec moi-même, quoi. C'est vraiment une intention très personnelle, avec presque une intention éthique dans ce sens-là, quoi. Enfin, éthique, pas tellement au sens de la morale, mais au sens j'ai besoin de savoir, moi, qui je suis. Voilà, qui je suis. Et donc pour ça, je vais écrire. J'avais auparavant écrit des textes plus courts qui paraissaient dans des revues underground, ou des très belles revues d'ailleurs. Attaque, La Vie manifeste, Pli, mais plus l'aspect d'intervention, son texte poétique, très politique. Mais là, bon, à un moment de ma vie, il faut que je me confronte à aller vraiment au fond de moi-même, d'où la dimension aussi de mémoire, un peu de quête, de recherche même, qu'il y a dans ce texte, quelque chose d'assez personnel et vis-à-vis de moi. Puis, bon, au fur et à mesure que le texte sortait, j'ai écrit pendant 4 ans, en ayant des activités par ailleurs, donc j'ai organisé mon temps pour c'est une discipline, une ascèse, pour pouvoir l'écrire pendant 4 ans. Et avec une intention assez claire, même une visée globale assez claire, assez immédiatement de ce qu'allait être ce texte. Et à mesure que je produisais ce qui sont devenus les séquences ou les chapitres, j'en donnais à lire, soit en privé, soit publiquement, les publier dans des revues, des magazines, des extraits, quoi. Et puis, le texte achevé, dans cet environnement un peu des amis, des revues, des amis l'ont fait parvenir à Frédéric Boyer, qui a lu le texte et très rapidement m'a appelé pour en discuter, et avec l'idée d'en faire un livre. Le texte fait 600 pages. À ce moment-là, il en faisait plus, éventuellement entre 800 et 1000, quoi. Bon, pas forcément dans la dernière version, mais il y a 400 pages environ, quoi, que j'ai moi-même dans la propre décision, extrait. J'en ai réécrit d'autres, mais à partir du moment où j'ai commencé à discuter avec POL, quoi, avec Frédéric, j'étais très heureux d'avoir une lecture en fait très concrète, éditoriale en fait de ce texte, extrêmement importante. C'est-à-dire qu'il y a une sorte de projection intense, barbare sur une langue, texte formé, et c'était vraiment quelque chose que je cherchais, c'est-à-dire d'avoir quelqu'un qui le lise et qui regarde et qui matériellement fasse des retours avec une très grande liberté, c'est-à-dire qu'on m'a dit tout de suite on le publie tel qu'il est si ça vous convient. Mais tel qu'il était, ça ne me convenait pas, et donc je me suis autorisé, sans aucune obligation, à prendre en considération les choses qui m'ont été dites, et puis de le perfectionner, en fait. Donc pendant 1 an, pratiquement 1 an et demi, même, oui, un an et demi, j'ai pu avoir la liberté de continuer de travailler pour préciser, perfectionner, reprendre la forme par endroits, finir de composer cette structure d'ensemble, jusqu'à ce qu'il devienne ce livre enfant de perdition. Je pourrais ajouter peut-être qu'en dépit d'une certaine ampleur de ce texte, il s'est interrompu prématurément. C'est-à-dire que une masse du texte a été, j'ai extrait une certaine masse du texte, et que c'est une... alors, il est clôturé dans son entièreté, c'est une forme achevée, un récit, une épopée achevée, etc., mais qui a en elle-même sa descendance, si je puis dire, sa descendance en elle-même, et par plein d'aspects.
C'est pas simplement qu'après la fin, il y a la suite, c'est que presque chaque section en elle-même porte le germe d'une nouvelle projection dans l'Antiquité, dans un paysage, dans un personnage, dans l'antériorité d'un personnage, etc. Il vit encore au-delà de la forme close dans le livre.